J'ai confiance en la justice et en le jugement des jurés de la cour d'assises, ainsi que du président de ce tribunal. Je pense qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire. Ce sont des criminels extrêmement dangereux. Le procès de Mireille Knoll s'est ouvert il y a quelques jours à Paris. Daniel et Alan Knoll, qui sont les auteurs d'un livre sur leur maman, c'était Maman, sont les invités ce matin de Studio Qualita. Alan et Daniel Knoll, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. On va commencer avec vous, Alan. Le procès des agresseurs de votre maman, Mireille Knoll, s'est ouvert le 26 octobre aux Assises de Paris. Vous tenez les deux, vous et Daniel, et malgré l'effort physique et émotionnel que cela représente, vous tenez tout de même à assister aux audiences quotidiennes de ce procès. Pourquoi ? Disons que, en principe, oui, si ce n'est que depuis 2 jours, en ce qui me concerne, la tension était telle et la fatigue était tellement intense que je ne me suis pas rendu au tribunal. Je préserve ma santé pour la semaine prochaine. Mais pourquoi vous tenez quand même si vous êtes, ces derniers jours, vous n'avez pas assisté aux audiences, pourquoi vous tenez à assister quand même à ce procès ? Peut-être Daniel, vous voulez répondre ? C'est simple, il est primordial pour nous de faire entendre nos silences. Il faut qu'ils sachent qu'on est là et qu'on a un œil très malveillant sur ces deux monstres. Et lorsque le fait d'être dans la même pièce, dans cette salle des audiences de ce tribunal, c'est pas trop difficile ? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, ça nous rend malades tous les deux. C'est vous dire. Mm-hmm. Le fait de les voir, est-ce qu'il y a des échanges qui se font, des échanges bien sûr, peut-être de regard, Alan ? On essaye d'éviter le regard parce que ils sont tellement lâches qu'ils n'osent pas regarder leur horrible crime en face. Ils se cachent, ils baissent les yeux et ils évitent nos regards. Mais Alexandre, mon fils, et moi, on essaye de les fixer pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tranquilles derrière leur protection vitrée. Alors, Alan, vous connaissiez bien Yassine Mioub, qui est un des agresseurs de votre maman. C'est ce qu'on appelle en hébreu, c'était en tout cas ce qu'on appelle en hébreu un ben baït, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de se rendre au domicile de votre maman. Et c'est vous-même, Alan, qui l'avez fait rentrer dans l'appartement de votre maman le jour du meurtre. C'est-à-dire que vous lui faisiez totalement confiance ? Non, je faisais confiance dans les choix de ma mère. Moi, je ne le connaissais pas. Quand je l'ai vu au départ, je connaissais son nom, mais je ne l'avais jamais vu. Quand il s'est présenté à moi, il m'a dit « Bonjour, je suis Yacine, un ami de Mireille. Je viens lui rendre visite parce que je sors de prison. » Je ne savais pas que tout était un mensonge. Il ne sortait pas de prison, il était sorti de prison depuis des mois. Il n'avait pas le droit de venir dans le quartier et de venir voir ma mère. Donc, quand il m'a dit « Je viens voir votre mère », sachant qu'elle le connaissait, je ne pouvais pas lui interdire d'accéder à l'appartement. Et quand je suis arrivé avec lui, ma mère l'a très bien reçu. Après, donc, s'est déroulé, Daniel, cet horrible meurtre. Vous avez compris immédiatement, Daniel, qu'il s'agissait d'un acte antisémite ? Non, absolument pas. Au début, lorsque nous étions chez Maître Edelmodel, on disait même que c'est pour nous un crime crapuleux. Et c'est parce que j'ai un de mes amis qui m'a envoyé un SMS en me disant que le parquet reconnaissait l'acte antisémite que tout a changé pour nous. Parlez-nous de votre maman, Alan.
Ma mère était une femme très, très douce, très gentille, très affectueuse. Elle, pleine d'amour pour aussi bien pour ses enfants que pour ses amis et sa famille et tous les gens qu'elle côtoyait. Elle était très aimée dans la résidence où elle habitait. Elle était euh, considérée comme l'ange en quelque sorte de la résidence. Elle était, de par son âge, pleine de, de- d'intelligence et de justesse. Et les gens venaient la voir pour lui demander conseil, pour lui résoudre des problèmes, etc. En plus, elle parlait plusieurs langues, donc elle était vraiment très appréciée par ses voisins. Mhm. Daniel, votre maman avait échappé à la rafle du Veldiv, votre papa était, lui, un rescapé de la Shoah. Est-ce que votre maman se sentait bien en France? Est-ce qu'elle ne se sentait pas en danger? Elle se sentait très bien en France. Elle adorait la France. Elle adorait Paris. Elle adorait aussi Israël. C'était important pour elle. Mais jamais elle n'aurait quitté la France. Mhm. Elle se sentait... Sauf pour des périodes de 3 mois, 1 an, pourquoi pas. Ouais, Puisque elle nous a fait la surprise une fois de partir en Australie pendant 1 an. ouais. Donc elle aimait avoir d'autres expériences. Elle se sentait... vous pensez qu'elle se sentait en sécurité à Paris? Oui, absolument. Mhm. Alan aussi, vous avez ce sentiment? Oui, oui, elle était tranquille de ce côté-là. Et vous, Daniel, vous vous sentez aujourd'hui en sécurité en France, à Paris? Alors, bon, moi personnellement, bien sûr, j'ai pas de problème, mais moi je pense quand même que pour les Juifs d'Europe, il n'y a pas d'avenir en Europe et qu'il faut envisager, il faut se préparer à partir. Alors on peut aller en Israël ou on peut aller sur les autres continents, mais il faut y penser. Alan, je crois que vous avez une idée un peu différente sur ce sujet. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous voulez partager avec nous? Non, non, disons que euh, je- j'ai visité Israël à plusieurs reprises, que je trouve que c'est un très très beau pays, euh, mais ça ne correspond pas à mon idéal de vie. Mhm. Et C'est pas grave, il y a 4 autres continents, hein, tu peux aller Oui, ailleurs. Hein. oui, bien sûr. Non, mais ce que je crois Alan veut dire, c'est qu'il pense quand même que il faut rester en France malgré les difficultés, malgré le danger. Euh, Oui, je reste en France, je resterai en France tant que mhm, je le pourrai. Si jamais je devais avoir quelque ennui que ce soit en tant que juif en France, moi je pars au Canada. mhm. Je suis né au Canada, donc je partirai au Canada. Mais le climat israélien, le climat d'Israël ne me convient pas tout à fait. Je supporte pas la chaleur, donc Mais, ceci explique cela. mhm. Alors, le verdict dans ce procès doit être prononcé dans quelques jours. Vous nous l'avez dit, c'est c'est terrible pour vous d'assister à ces audiences. Vous ne craignez pas d'être déçu par ce verdict? J'ai confiance en la justice et en le jugement des jurés de la cour d'assises, ainsi que du président de ce tribunal. Je pense qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire. Le, ce sont des criminels extrêmement dangereux qui ont la particularité de correspondre en tout point aux définitions de ce qu'est un sociopathe. Mhm. Ils Mm. ont toutes les caractéristiques. Et les sociopathes, ce sont des gens qui sont irrécupérables. Donc, une fois qu'ils en auront pris conscience, et je crois qu'ils l'ont déjà fait, ils Mhm. les enfermeront ad vitam aeternam. Vous espérez, vous aussi, Daniel, que ce soit la prison à vie pour ces deux meurtriers, pour ces deux agresseurs en tout Euh, cas?
bien sûr, parce que imaginez qu'on leur donne 10 ans ou 15 ans, ça veut dire que dans 10 ans ou 15 ans, même peut-être moins, les gens devront faire attention s'ils se trouvent sur leur chemin. Ouais. Parce que ces gens-là, c'est pas des gens normaux. C'est des gens qui ont la haine en eux, qui ont toujours fait du mal, et, et ils sont en plus pervers. Surtout, je pense au voisin de ma mère, qui est vraiment un cas très grave. Ouais, il se rejette d'ailleurs, hein, il faut le dire, il se rejette donc la responsabilité d'avoir poignardé 11 fois votre maman, l'un à l'autre. Et personne ne veut reconnaître le fait d'avoir poignardé votre maman, et on le comprend bien entendu pour éviter une peine trop importante. Vous espérez peut-être quelque part que ces deux agresseurs expriment des regrets? Non, Ah, comme je vous l'ai dit, ce sont des sociopathes. Ils sont incapables d'exprimer des regrets. exactement. Mhm. Donc vous n'espérez pas du tout ça? Non. Non, ce sont deux monstres. Ce sont deux monstres, et faire parler des monstres, c'est impossible. Vous avez demandé l'instauration d'une journée nationale annuelle Mireille Knoll, une journée qui le 23 mars de chaque année. Vous avez fait cette demande au président de la République et au ministre de l'Éducation. Vous avez reçu une réponse? Non, pas encore. On est dans la démarche. On va essayer de s'appuyer sur d'autres associations qui pourraient nous accompagner dans ce but. Quel est le but de cette journée, Alan, pour terminer? Eh bien, c'est de séparer en deux la journée, de façon à ce que le matin, les professeurs enseignent le bien vivre entre les communautés, c'est-à-dire lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et puis l'après-midi, cette prise de conscience qui soit apportée par les professeurs à leurs élèves, prise de conscience de ce que c'est que la chance d'avoir des parents, des grands-parents, des personnes âgées autour de soi, que ces gens qui nous ont façonnés, qui nous ont permis de grandir, de vivre et de nous développer et d'obtenir l'intelligence d'adultes, que ces gens soient à leur tour protégés par nous, leurs enfants, leurs petits-enfants, lorsqu'ils ont atteint un âge où ils se retrouvent seuls ou où ils ont besoin d'être accompagnés. Très bien, on espère que vous arriverez dans cette mission. En tout cas, nous vous souhaitons depuis Jérusalem encore beaucoup de force et beaucoup de courage pour les derniers jours de ce procès. Et nous vous remercions d'avoir été ce matin nos invités sur Studio Kalita. Merci à vous.